Pour terminer sur cette première introduction, donc de ce premier chapitre du cursus de Data Science, je souhaiterais parler quand même d'un sujet qui a toute son importance pour l'ensemble de ce cursus. C'est pour ça que, même si on va pas faire de statistiques dans ce premier chapitre, eh bien on va quand même parler des normes statistiques pour vous laisser le temps de vous préparer et éventuellement, si vous le pouvez, eh bien de faire les lectures que je vais vous recommander maintenant. Alors quel va être le plan de cette session? C'est de découvrir quelques normes statistiques majeures que tout étudiant, chercheur, scientifique ou ingénieur se doit de respecter, ou si possible de respecter dans la mesure du possible. Alors attention, certaines des normes que je vais vous présenter, suivant la date et l'année à laquelle vous consultez la présente formation, peuvent être obsolètes et avoir changé de nom ou de numéro. Raison pour lesquelles je ne vais pas trop entrer dans les détails. Il faut savoir également que je mets certaines normes que je considère comme secondaires et certaines très importantes pour cette formation sont en cours de rédaction aujourd'hui en 2017 par justement l'Institut de standardisation internationale, qu'est l'Institut donc ISO, pour ISO. Alors allons-y. Première page de normes, pour faire rapidement, c'est évidemment la base de la base, c'est le système d'international d'unité, parce qu'évidemment, normalement, on communique tous dans le même système d'unité, hein, on va pas commencer en France, ou au Maroc, ou en Suisse, ou en Suède, à parler, à mélanger des pouces et des mètres, c'est pas l'idéal, et on va pas non plus ajouter, soustraire des millimètres à des centimètres. Voilà, normalement, on travaille avec des équations qui sont homogènes, comme on appelle ça. Ensuite, quand on communique ensemble entre statisticiens, data scientists et surtout entre scientifiques, on a un vocabulaire et une notation mathématique commune afin d'éviter les quiproquos, donc les erreurs de communication. Et enfin, il y a toute une série de normes sur lesquelles je vais passer vraiment assez vite, que je ne peux que vous recommander. Je vous laisserai simplement les lire à l'écran. Donc là, comme vous pouvez voir, bon, j'aime pas du tout le titre des normes ISO parce qu'ils mettent le terme interprétation alors que les statistiques, ça ne s'interprète pas. Mais peu importe. La chose étant, c'est que parmi ces normes que je vais vous présenter, sachez qu'elles sont toutes utiles en data science, potentiellement. C'est-à-dire, potentiellement, vous pourriez être amené à les utiliser toutes ou en partie. Maintenant, évidemment, si vous allez travailler dans la fraude fiscale, il y a des chances que certaines vous soient inutiles, comme par exemple le système international d'unité. La chose étant, c'est qu'il y a deux normes qui sont en train d'être rédigées actuellement en 2017. Je sais pas si elles vont arriver à maturité, c'est-à-dire si elles vont être publiées, mais l'Institut ISO, donc le International Standard Organization, donc l'organisation internationale pour les standards, est en train, ou a peut-être d'ailleurs déjà terminé, de rédiger une norme pour le machine learning et l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site, voir si c'est pas déjà publié et validé au jour où vous écoutez cette vidéo. Donc, il y a toute une série de normes que, à nouveau, je vous laisse voir à l'écran. Donc, les tests pour des écarts à la distribution normale, très important en data science. Les tests portant sur des moyennes et des variances, ce qui est très important en data science. Sur des proportions, ce qui est aussi très important en data science. Il y a les détections et traitements des valeurs aberrantes, ce qui est aussi très important en data science. La détermination des intervalles de statistiques de tolérance, ce qui est aussi bien évident. Enfin, il y a tout qui est très important en data science. Regardez tranquillement cette vidéo, mettez-la sur pause, allez voir les normes, achetez-les ou faites-les acheter par votre entreprise ou par votre université si besoin est. Certaines, on peut les trouver tombées du camion sur Internet, hein, entre guillemets tombées du camion, certains me comprendront. Ensuite, un quatrième paquet de normes. Donc les lignes directrices pour l'application des méthodes statistiques à la qualité et à la normalisation industrielle, parce que oui, pour info, la statistique industrielle peut s'appliquer à la data science, au marketing aussi. On a les plans d'expérience, c'est aussi de la data science, les cartes de contrôle de Shewhart aussi, qui sont souvent des cartes de contrôle statistiques qui permettent d'anticiper des événements indésirables.
On a également toute une série de paquets de normes sur l'étalonnage et les essais, les lignes directrices pour les techniques statistiques relatives à la norme qualité ISO 9001, le guide général à l'attention du personnel des laboratoires d'analyse sensorielle, parce que dans ce guide, il y a certains éléments qui peuvent inspirer le data scientist pour sa propre pratique quotidienne, et également les techniques d'évaluation des risques en gestion de projet et gestion de l'industrie, et également économique d'ailleurs. Enfin, une 6e page de normes, c'est les règles d'échantillonnage pour les contrôles par mesure, l'étalonnage linéaire utilisant des matériaux de référence. Donc ça, à nouveau, ça peut inspirer le data scientist pour l'appliquer à ses cas d'affaires. Et les indices de capacité. Et enfin, la précision et la fiabilité des mesures en laboratoire. Donc je répète, je ne veux pas passer une dizaine d'heures à parler de chacune de ces normes. D'ailleurs, pour les étudier en détail, pour étudier la mathématique que chacun ou chacune contient, il faudrait des dizaines et des dizaines de jours. Donc c'est à vous de les acquérir et de les consulter, ça ne peut être que bénéfique à votre culture générale. Ça vous évitera également éventuellement de graves erreurs dont les livres académiques souvent ne parlent pas, et vous remarquerez même que certains consultants soi-disant experts en data science ne parlent jamais de ces normes parce qu'au fait, ils n'ont pas de pratique dans des domaines de pointe de l'industrie aérospatiale ou pharmaceutique où le respect des normes est une exigence absolue et non négociable. Ensuite, une remarque qui est quand même un peu relative à ces normes. C'est quand même une remarque dont je vais parler maintenant, puisque justement, c'est des fois relatif à la norme. C'est concernant la FDA, qui est l'acronyme de Federal Drug Administration, qui veut dire au fait Fédération et administration des drogues, entre guillemets. Au fait, il s'agit d'une organisation aux États-Unis qui valide la mise sur le marché de médicaments, pour simplifier. Et la FDA sert souvent de référence à beaucoup d'industries en termes d'utilisation de la data science pour valider certains procédés industriels ou médicaments, bien évidemment, ou essais cliniques. Et on me rétorque parfois que R n'a pas été validé par la FDA. Eh bien, sachez que c'est faux. Déjà, R n'est pas là pour valider ou invalider un logiciel. Et pour preuve, c'est que depuis le 11 janvier 2002, ils ont dans leur réglementation, qui n'a pas changé du moins à ce jour, au jour où j'enregistre cette vidéo, qui dit que le logiciel que le fabricant ou l'analyste choisit n'est pas de la responsabilité de la FDA, mais doit rentrer dans un processus de contrôle propre à l'interne de l'entreprise pour s'assurer que les résultats renvoyés sont fiables. Et évidemment, c'est à voir aussi avec le vendeur et la documentation fournie par le vendeur du logiciel. Donc si vraiment R vous inquiète, ou MATLAB, ou SAS aussi, parce que sachez qu'ils n'en sont pas à l'abri de bugs, ces derniers, eh bien moi j'ai toujours un conseil qui est assez simple à mettre en pratique, assez souvent, de moins pas toujours, c'est, faites l'acquisition de 3 logiciels de statistiques. Parce que de toute façon, quand vous faites de la data science, qui est normalement censé rapporter plusieurs millions d'euros, ou plusieurs millions de dollars, vous n'êtes pas à 20 000 francs de licence. C'est un détail. Également, si vous devez utiliser 3 logiciels de statistiques pour que les 3 valident leurs résultats entre eux, parce que vous devez valider un médicament dont le budget de R&D est de 1,2 milliard de dollars, parce que souvent c'est au-delà des 500 millions de dollars, les développements de médicaments, on n'est pas non plus à 20 000 francs près de licence quand la R&D du médicament a déjà coûté 500 millions ou 1,2 milliard. Vraiment, c'est négligeable. Donc voilà pour ce petit topo sur les normes. Donc pour résumer, renseignez-vous s'il y a des normes dans le domaine dans lequel vous travaillez. Ça vous évitera de devoir tout corriger ce que vous avez fait antérieurement. Ça vous évitera de regretter amèrement des statistiques que vous avez communiquées peut-être de manière erronée. Et ça vous évitera peut-être même éventuellement de vous faire licencier. Et aussi, ça vous donnera des arguments face des fois à la hiérarchie ou aux collaborateurs pour argumenter vos choix statistiques
en vous reportant aux normes internationales, en disant c'est la norme internationale, c'est ainsi, c'est la convention mondiale de tous les pays qui existent à ce jour sur la planète. Enfin, de tous les pays, du moins de la majorité d'entre eux.